Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du terminal C, D et E. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Gente Timfo, PLEC et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur la correction du sujet du baccalauréat 0 CDE pour l'année 2021. C'est-à-dire, il s'agit de l'épreuve 0 au baccalauréat CD et E. Alors, installez-vous confortablement. Je vous souhaite bonne correction à tous. Alors, on va commencer par le grand 1, système informatique. Monsieur Mancé dirige une PME dont le système informatique dispose du matériel suivant: 5 ordinateurs, un switch 8 ports, une imprimante, un onduleur. Il voudrait créer un réseau informatique offrant les services suivants: petit a, l'envoi des mails; petit b, le transfert des fichiers, et utilisant les adresses IP des classes C. À partir de ce texte de vos connaissances, répondre aux questions suivantes. Il y a un S qui manque à suivante, vous pouvez compléter sur votre écran, hein. Vous pouvez mettre un F avec votre marqueur, c'est un oubli là. Alors voilà, petit 1, définir le concept suivant: système informatique. C'est quoi le système informatique? Le système informatique, c'est un ensemble de moyens informatiques, matériels, logiciels et télécommunications permettant de collecter, traiter, stocker, acheminer et présenter les données. Voilà. Question 2. Proposer un exemple d'adresse IP de classe C. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs classes qu'on utilise généralement. Il y a la classe A, il y a la classe B et la classe C. Et généralement, pour connaître qu'une adresse est de classe A ou B ou C, tout dépend de la valeur de son premier octet, c'est-à-dire le premier nombre, parce qu'une adresse IP a 4 nombres. 4 nombres séparés par des points. Donc, c'est le premier nombre qui nous indique exactement la classe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, je regarde d'abord la table. Voici une table qui va me permettre de savoir dans quelle classe je peux me retrouver. Regardez, le premier octet entre 0 et 126, c'est la classe A. Si le premier octet entre 128 et 191, c'est la classe B. Et si c'est entre 192 et 223, c'est la classe C. Alors, regardez, ça veut dire que le premier octet doit être dans l'intervalle C, puisqu'on demande une adresse de la classe C, où c'est en là en rouge. Je vais prendre un exemple dans cette classe. Je peux prendre le premier nombre 192, 193, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends par exemple 192. Vous pouvez même prendre 193. L'essentiel, c'est que c'est dans cet intervalle. Maintenant, le deuxième nombre, c'est au choix. Le troisième nombre, c'est au choix. L'essentiel, quand même, c'est que les nombres soient des octets. Parce qu'un octet, c'est une valeur comprise entre 0 et 255. Donc, en fait, l'adresse doit avoir 4 nombres. 4 octets, pardon. Comme j'ai dit, l'octet, c'est une valeur comprise entre 0 et 255. Mais pourvu que le premier octet appartienne à l'intervalle de la classe C. Voilà. Donc, quelqu'un pourrait dire 192.120.2.1 et ainsi de suite. Alors, on évolue. Question 3. Donner le rôle de l'onduleur en faisant ressortir la différence avec celui du régulateur de tension. Je crois que vous avez d'ailleurs utilisé le régulateur de tension, mais très peu utilisé l'onduleur. Nous allons voir la différence. C'est que le régulateur de l'onduleur, déjà, son rôle, c'est fait quoi? Ça permet de conserver de l'énergie électrique et restitue en cas de besoin d'un appareil électronique pour fonctionner. Donc déjà, il emmagasine en fait. Il emmagasine son rôle et il restitue quand l'appareil nécessite vraiment de l'énergie. Ça veut dire quand il y a coupure de courant, l'onduleur renvoie l'énergie qu'il a emmagasinée. Voilà le rôle de l'onduleur. Donc ça permet à ce qu'un appareil, par exemple, ne s'arrête pas brusquement. Voilà. Maintenant, le régulateur, quant à lui, permet de rendre et maintenir la tension stable. Lui ne conserve pas l'énergie, mais il se rassure de stabiliser le courant. Parce que par moment, la tension varie. Et il est important de stabiliser parce que pour qu'un appareil fonctionne normalement, la tension doit être à un seuil normal. Donc le rôle des deux, voilà donc la différence fondamentale entre les deux. Le 4. Donner pour ce réseau son type selon l'étendue. Sa topologie physique. Alors commençons par le A. Alors là, le A, pour connaître son type selon l'étendue, on peut regarder par exemple que dans ce réseau, il y a 5 ordinateurs. Déjà, là. Et ici, on parle d'une PME. Une PME, c'est une petite et moyenne entreprise. Ça veut dire que l'étendue n'est pas est locale, en fait, quelque chose d'une centaine de mètres.
au max. Centaines à 200 mètres en fait. Donc c'est dans une petite surface puisqu'on parle d'une PME et on parle de 5 ordinateurs max. Donc on parle de 5 ordinateurs. Alors on peut se permettre, donc c'est un réseau local. C'est interne, donc vu la distance, c'est un réseau LAN. Parce qu'on parle on parle d'une distance de 100 à 200 mètres vu la PME. Donc c'est un réseau LAN. Maintenant ici, nous avons par rapport à la topologie, on va regarder d'abord le switch. Alors on sait que quand dans une topologie, quand on voit le switch, on voit directement que les réseaux, ça renvoie à un réseau en étoile parce qu'il y a un nœud central. Lorsqu'il y a déjà le nœud central qu'on appelle le switch, parce que le switch permet de regrouper plusieurs ordinateurs autour d'un nœud central, on peut se permettre de dire donc qu'on a une topologie en étoile. 5. En utilisant la lettre liée à chaque service à offrir, déterminer le protocole. Alors commençons par le A ici. Voilà. Lorsqu'on envoie des mails, l'envoi des mails se fait par le service qu'on appelle donc Simple Mail Transfer Protocol, appelé donc SMTP. Ça c'est le service de mail. Pour le B, si transfert des fichiers, renvoie à un service qu'on appelle donc File Transfer Protocol, appelé FTP. Question 6. Il connecte l'imprimante à son ordinateur, mais il est impossible de pouvoir imprimer. Alors que l'imprimante n'a aucune panne, donnez la cause probable de ce problème. Alors si l'imprimante fonctionne en principe normalement, n'est pas en panne et qu'on ne peut pas imprimer, il n'y a qu'une seule chose à laquelle on peut penser, ça veut dire qu'il manque un lien, un élément qui permet de lier l'ordinateur à l'imprimante et on l'appelle donc l'absence de pilote. Il n'y a pas un pilote approprié. Je précise approprié parce qu'il y a beaucoup de pilotes. Il y a les pilotes en fonction des systèmes, donc il faut chercher le pilote approprié, c'est-à-dire le pilote qui fonctionnera en fonction de votre système d'exploitation également, donc qui tiendra compte de cela. Alors question 7. Il voudrait produire un devis estimatif et les autres achats dont l'extrait est le suivant. Nommer le type de logiciel d'application le plus approprié pour produire un devis. Alors lorsqu'on veut produire le devis, on sait que dans un devis, on effectue automatiquement, on a toujours besoin de faire les calculs. Donc ça veut dire que pour que les calculs soient donc automatiques dans un devis, il faut utiliser donc ce qu'on appelle le tableur. Le tableur, c'est un logiciel qui effectue effectivement, sa définition, c'est que c'est un logiciel qui effectue de façon massive et automatique les calculs dans un tableau. Or, les devis sont jamais organisés, donc seulement d'abord dans les tableaux, mais aussi dans un devis, on effectue les calculs. Donc, d'où le tableur est approprié. Alors, 7b, à l'aide de la fonction somme-ci, écrit la formule pour calculer la somme des coûts valant plus de 4000. Alors, vous voyez bien la question. On demande de calculer la somme des coûts. Lorsqu'on dit la somme des coûts, on pense à la fonction somme. Maintenant, il y a la somme des coûts valant plus de 4000. Ça veut dire qu'il y a des coûts qu'on ne va pas calculer la somme. Donc, on veut calculer certains coûts, d'où la solution donc somme.si. Donc, somme.si, c'est pour dire on somme, mais à une condition. Et ici, bien, effectivement, on va sommer, mais à condition que le coût soit supérieur à 4000. Qu'est-ce que ça donne? Alors, regardez, je mets égal somme.si. Alors regardez, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la parenthèse. Alors les coûts se trouvent à quel niveau? Les coûts commencent là à de B2 à F2. Regardez, j'ai tout encadré dans tous les différents coûts. Donc ça veut dire que la plage des coûts à sommer, ça commence à B2, ça s'arrête à F2. Donc je vais mettre là-dedans d'abord, ça va commencer de B2, j'écris B2, ça va aller jusqu'à quoi? 2 points pour dire jusqu'à F2. Voilà, F2. Le 2 points là permet de dire qu'on commence à B2, on prend tout ce qui est au milieu, c'est-à-dire on va prendre B2, C2, D2, E2, F2, c'est pour ça qu'on met 2 points. Donc, premièrement, on indique d'abord la plage des choses à sommer, ensuite on met point virgule et on met la condition. La condition c'est quoi? C'est que ça doit être inférieur, valant au plus 4000. Donc, somme les coûts, on a dit calculer la somme des coûts valant au plus 4000. Ça veut dire que les coûts ne doivent pas dépasser 4000. Donc la condition, c'est que ça doit être inférieur ou égal à 4000. On dit bien la somme des coûts valant au plus. On ne somme pas ce qui est à plus de 4000. Au plus, donc condition inférieure ou égale à 4000. Voilà. 7c, utilisant la fonction si, écrit la formule permettant d'afficher les messages raisonnables ou à revoir selon le coût total dépasse 100 000 ou non. Alors la fonction si c'est quoi? La fonction si permet de vous donner un résultat en fonction d'une condition. Si par exemple dans votre bulletin vous avez 10 de moyenne, on va mettre par exemple admis. Si peut-être vous avez 9, on va mettre par exemple
redouble. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre redouble et admis en même temps. Quand vous tapez le code après, quand les gens par exemple tapent leur matricule pour connaître le résultat du baccalauréat, on met soit échec, soit on met refusé, pardon, soit on met admis. Ça veut donc dire que les deux messages ne peuvent pas s'afficher. On ne peut pas mettre admis et redouble. Et comment on a fait pour gérer ce genre de choses? On a donc utilisé la fonction si. On a mis et la fonction si prend trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la condition d'abord qu'on doit vérifier. Et maintenant, après le premier paramètre, on met le deuxième paramètre, la valeur qui va s'afficher si la condition est vraie. Et le troisième paramètre, c'est la valeur qui va s'afficher si la condition est fausse. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on met d'abord égal si. Alors, regarde. On a demandé écrire la formule permettant d'afficher le message raisonnable à revoir selon le coût total des passes. Le coût total, c'est où? C'est ça ici, regardez, c'est là où il y a G2. Donc, on va travailler avec la cellule G2. On va écrire donc G2 inférieur ou égal à 100 000. Selon que le coût de passe ou pas. Donc, on met d'abord la condition. Si G2 est inférieur ou égal à 100 000. Inférieur à 100 000. Donc, la condition, c'est sur G2. Et la condition, c'est que, bon, si c'est inférieur à 100 000, qu'est-ce qu'on fait? Si G2 inférieur à 100 000, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre raisonnable. Donc, si c'est inférieur à 100 000, ça veut dire que le coût est quand même raisonnable. Donc, si c'est vrai, ça va afficher raisonnable pour dire, comme c'est inférieur à 100 000, c'est raisonnable. Bon, maintenant, si c'est supérieur, on va dire à revoir. Donc, on ne peut pas afficher raisonnable et à revoir au même moment. Donc, il y a trois paramètres. Il y a la condition, il y a la valeur qui va s'afficher si la condition est vraie, et il y a la valeur qui va s'afficher si la condition est fausse. Je crois que vous avez compris un peu comment C fonctionne. Grande système d'information et base de données. Et votre ami dirige une startup, il souhaite mettre en place une plateforme permettant à ses clients de solder leurs factures. La plateforme devra fonctionner selon la règle de gestion suivante. Un client est caractérisé par un code unique, un nom, une adresse, un contact, un quartier. Une facture est caractérisée par un code unique. Alors, lorsqu'on vous demande déjà de mettre en place, on vous donne les règles de gestion. Et on vous donne déjà ces différentes règles de gestion. Et la question, c'est quoi? De construire le MCD correspondant. Alors, lorsqu'on vous dit déjà qu'un client, regardez, un client est caractérisé par un nom, un code. Ça veut dire que le client, c'est l'entité. Donc, je m'avais d'abord construit l'entité. Je mets en haut la client. Maintenant, je m'avais mettre d'abord l'identifiant. Ça veut dire parmi ces propriétés, ça veut dire que le code unique, le nom, l'adresse, le contact, le quartier des clients sont les propriétés. Sauf que parmi les propriétés, il y a une propriété qui sera considérée comme l'identifiant. Et l'identifiant, c'est un champ, c'est une propriété dont les valeurs sont uniques. Alors on va regarder, on va vraiment voir que l'identifiant ici, c'est code unique. Et on va donner une abréviation. On appelle ça le code mnémonique. Lorsqu'on va noter, on va mettre par exemple comme ça. On va faire code, je mets code CL. Je souligne parce que l'identifiant est toujours souligné. Donc je prends la propriété qui est d'abord liée à l'identifiant, j'écris et je souligne. Maintenant je prends les autres propriétés, je mets nom, je mets la nom CL. C'est bien de mettre nom CL pour dire nom client. On met la barre de 8 pour séparer deux éléments comme ceci. Je mets adresse CL, je prends l'autre, je mets contact CL et je mets quartier CL. Bon, ne vous fiez pas au code unique qui est à la fin, là, et code unique, bon, c'est une erreur, c'est une répétition, ça ne devrait pas l'être. Je construis la deuxième table, facture. On a facture est caractérisée par un code unique. Donc, ça veut dire que facture est une entité. Je viens, je mets donc, je dessine, je mets facture. Alors, code unique là, comme c'est unique, comme c'est un code, ça pouvait, à la place de code unique, on pouvait bien avoir même matricule, on peut avoir numéro de CNI. Voilà ce qu'on appelle les identifiants. Ici, je vais mettre quoi? Code fac, je souligne. Je mets ses attributs, ses propriétés libellées fac, montant fac, monte fac. Maintenant, je vais à la troisième règle de gestion, parce qu'il faut, d'après avoir construit les entités, il faut mettre maintenant ce qu'on appelle l'association. Je regarde et dis, bon, on dit un client peut solder une ou plusieurs factures. Regardez bien le mot solder. Et après, on dit une facture est soldée par un seul client. Ça veut dire qu'entre client et facture, l'association qui a, c'est le mot soldé. Et le mot, l'association doit être toujours à l'infinitif. Regardez, je construis l'association entre les deux et je mets le mot soldé ER. Et comme l'association n'a pas de propriété, alors je ne mets pas de propriété. Alors, qu'est-ce que je fais pour la suite? Maintenant, il faut mettre les cardinalités des deux côtés. Dernière étape, c'est les cardinalités. Qu'est-ce que je fais? Regardez, on dit un client
peux solder une ou plusieurs factures. Regardez, je quitte du client, regardez comment la flèche l'indique. Attends, je rentre, regardez, je quitte du client, je tombe vers la facture. Je lis comme ça, de client, solder, facture. Ça veut dire que je mets la cardinalité de ce côté. Regardez la flèche, je mets la cardinalité de ce côté. Alors on peut solder une, regardez, minimum 1, maximum plusieurs. Et plusieurs représentés par n. Donc minimum 1 et plusieurs. Donc voilà, la cardinalité c'est minimum, maximum, virgule, n. Maintenant la cardinalité de l'autre côté, je dis quoi? Une facture, on parle de facture vers client, donc on va représenter de ce côté. Une facture, regardez, est soldée par un seul client. Même si on n'a pas dit un et un seul, ça veut dire que le minimum c'est 1, le maximum c'est 1, donc je vois 1, 1. Alors deuxième cas, pour la gestion des formations de la startup, votre ami a MCD, suivant conçu par un informaticien. Alors, appliquez les règles de passage pour déduire le MLD issu de ces MCD. Alors, on vous demande d'obtenir le MLD. Le MLD, c'est le modèle logique à partir du MCD. Quelles sont les règles? La première règle pour transformer un MCD en MLD, c'est que les entités deviennent la table. Alors, on commence à regarder. Voici l'entité étudiant. Ça devient une table. On représente simplement comme ça. Alors, on regarde sa deuxième règle, c'est que l'identifiant devient, je vous la parenthèse, l'identifiant matricule devient la clé primaire. Regardez, je viens juste représenter comme ceci et je souligne. Donc là, maintenant, il s'appelle clé primaire alors qu'en haut, il s'appelle identifiant. Le nom devient l'attribut, là-bas, c'est propriété, en bas, ça devient attribut. Je représente là comme ceci. Le prénom devient là aussi un attribut. Je prends la deuxième table, formation, la deuxième entité qui devient table formation. Je prends l'identifiant qui devient ici en bas. Une clé primaire, puis c'était d'abord un identifiant, désignation qui devient l'attribut, ou qui devient également l'attribut. Maintenant, la dernière étape, c'est que je regarde les cardinalités. Regardez, je regarde la cardinalité ici, c'est une cardinalité faible. Alors, quand on dit une cardinalité faible, c'est quoi? Ça peut être 0, 1, ça peut être 1, 1. Voilà les deux cas de cardinalité faible. Je regarde à droite ici, ça c'est une cardinalité forte. Les cardinalités fortes, c'est soit 0, n, soit c'est 1, n. Lorsqu'on a une cardinalité forte et faible, ça veut dire quoi? Généralement, quand une cardinalité forte et faible, l'identifiant du côté fort va migrer vers la table du côté faible. Regardez, le côté fort c'est où? C'est formation. Où est la clé primaire? C'est ça que je souligne ici. Je viens d'en regarder juste en bas de l'écran. J'ai encerclé référence. La clé primaire de formation c'est référence et c'est du côté fort. Ça va migrer vers le côté étudiant. Regardez, c'est monté vers étudiant. Sauf que cette fois-ci, on met dièse devant. Quand on fait monter, on met dièse pour dire que c'est une clé étrangère. Parce que c'est la clé d'abord de formation, c'est la clé primaire de formation. Mais lorsqu'il arrive chez étudiant, il devient étranger, on met donc dièse. Donc lorsque dans le truc, on a la cardinalité forte et faible, comme dans ce cas, la clé, l'identifiant ou la clé primaire du côté fort va migrer vers le côté faible. Exercice de base de données place fondation des formes comme propre état. L'une des états est nommée formation à la structure suivante. Alors, question, déterminer le type de logiciel d'application qu'il faut installer pour créer cette base de données. Alors, pour créer une base de données, puisqu'il faut utiliser en fait un RGBD, un exemple dont on va utiliser par exemple, le type de logiciel, c'est le RGBD. Exemple, on pourrait dire MySQL. Si on avait demandé l'exemple, on pourrait pas dire MySQL Oracle. Mais on demande le type de logiciel. Parce que beaucoup à l'examen seront tentés de dire MySQL, c'est faux. Mais c'est plutôt le type, c'est le RGBD. Voilà. 1B, donner un exemple de logiciel associé à ce type maintenant. C'est à ce moment qu'on demande l'exemple. On verra donc qu'il y a MySQL, Oracle, MSQL, etc. 2. Écrire les requêtes SQL pour créer la table de formation, sachant que le champ référence a exactement 6 caractères. Le champ désignation a plus de 20 caractères. Le champ coût est un entier. Alors pour créer la table, je vais faire d'abord quoi? Create table. Alors on a le nom de la table. Le nom de la table ici c'est quoi? C'est formation. Voilà ce que j'ai souligné. Je mets formation. J'ouvre la parenthèse. Alors lorsqu'on crée un champ, on crée avec tous ces champs. On crée pas d'une table, on crée avec ces champs. Alors le premier champ ici c'est référence. J'écris donc référence. Après avoir mis le champ référence, on se rend compte que référence ici sera considéré comme clé primaire parce que la référence est unique. Parmi les champs, généralement, il y a un champ qui est unique et c'est une clé primaire référence. Donc je vais faire comment? Je mets d'abord le type. Alors je mets char. On suppose que le référence, on a dit tout à l'heure que dans la question que la référence a exactement 6 caractères. Or, comme les caractères des références seront fixés, je mets char et la taille c'est 6, donc je mets 6. Et comme c'est une clé primaire, je mets donc primary key. Je mets la virgule, je prends le deuxième champ désignation,
Je mets désignation. On a dit que la désignation, ce sont des caractères. Je vais mettre varchar. Pourquoi je mets varchar ici? Parce que les chaînes de caractères sont variables. Généralement, les clés primaires ont une chaîne de caractères fixe. Fixe veut dire que, par exemple, tous les référents doivent être 6 caractères. Prenez par exemple votre numéro de CNI. Vous allez voir que tous les Camerounais ont le même nombre de caractères pour le CNI. C'est ça qu'on appelle fixe. Ça veut dire que généralement on dit char, c'est fixe. Or quand il dit désignation là, ça peut être par exemple voiture, ça peut être par exemple vélo. Or vélo c'est 4 caractères, voiture n'est pas 4 caractères. C'est pour ça qu'on parle de vache. C'est la différence entre les deux. Donc désignation ici je vais mettre 20. On a dit maximum 20. On a dit A au plus 20, donc 20. Alors ici en bas, il y a coup. Maintenant troisième, on a coup. On a dit que c'est un entier, donc je mets intègre, voilà, et je ferme la parenthèse, je mets point virgule. Alors, troisième requête, écrire la requête permettant d'afficher toutes les formations coûtant au moins 20 000. Alors, pour afficher les formations, je mets select, je mets create, select autant pour moi. Vous allez m'excuser hein, de la requête que vous voyez à l'écran. C'est une erreur de saisie. En principe, c'est select. Vous allez supposer que c'est select. Vous prenez votre brouillon, mettez select. C'est select en fait. Et comme on a dit, toutes les formations, select étoile, from. Le nom de la table ici, c'est quoi? C'est formation. Maintenant, est-ce qu'il y a une condition? Oui. On a dit coûtant au moins 20 000. Donc, je mets where coût supérieur à 20 000. Donc, regardez la colonne coût. Le champ coût doit être, on met point virgule à la fin. J'ai dit tout à l'heure, le mot créer, ça n'a pas sa place. Donc, on est supposé que c'est select. J'ai fait cette erreur exprès pour voir si vous êtes attentif, mais vous-même pouvez mettre select là. Donc, select étoile from, formation. Étoile parce qu'on a dit toutes les formations. On n'a pas précisé une colonne en fait de la table. Si on avait dit afficher les désignations des formations, de mettre select désignation from formation. Comme désignation sur le nom d'un champ. Mais comme on a dit simplement les formations, on n'a pas dit s'il faut afficher la référence, il faut afficher le cours, la désignation. Parce que lorsqu'on précise, on dit select formation, select désignation, select cours. Alors à ce moment, on dit select étoile. Pour dire tout, from formation. Maintenant, comme il y a une contrainte, la condition c'est qu'il faut afficher les formations qui coûtent au moins 20 000. Alors, mais ouais, on regarde dans la colonne qui est considérée, qui est attaquée par la condition, c'est la colonne coût. Donc, qui est supérieur, on dit au moins 20 000, donc supérieur au moins ou égal à 20 000. Et comme c'est une requête, on finit par point virgule. Alors, B, écrit la requête permettant de baisser à 110 000 le coût de formation référence. Alors pour baisser, ça veut dire qu'il faut modifier en fait. Parce que dans la table, peut-être, ce n'est pas 170 000 qu'on avait. On va donc dire update. On met le nom de la table à modifier, update formation. Pour modifier, on utilise l'élément set. On met donc, ce qu'on va modifier, c'est le coût. On va modifier le coût donc par 7. Coût est égal à quoi? La valeur qu'on veut mettre désormais, c'est 170 000. Maintenant, where, on va modifier 170 000 où? Where référence est égal à IN F782, point virgule. Donc, on va modifier la table formation. On va affecter, 7 veut dire affecter. On va affecter dans la colonne coût, le champ coût, la nouvelle valeur qui est à 170 000, qui correspond. Donc, where in, pour ne pas aller, si on ne met pas where, ça veut dire, on ne sait pas à quel niveau ça va aller modifier. Il faut qu'on indique exactement où ça va, le champ coût qui va être modifié. Donc, on va modifier le champ coût qui correspond, donc, à référence de INF782. 3. Écrire la requête permettant de supprimer le champ de désignation. Alors pour supprimer un champ, on ne dit d'abord alt table formation. Quand on veut supprimer le champ d'une table, on met alt table, le nom de la table, c'est-à-dire formation, drop colonne, le nom du champ de désignation. Alors ou encore, voilà. Maintenant, je vais expliquer de manière détaillée. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais réexpliquer à 0. Je dis, on écrit alter, d'abord, table, on met le nom de la table, formation. Maintenant, on va aller, on peut écrire drop, maintenant on met colonne, après on met désignation. On met un point virgule à la fin. Ça, c'est une explication supplémentaire pour ceux qui n'ont pas compris. Ça, c'est uniquement, on utilise ça uniquement pour le champ d'une colonne, d'une table, ou bien la colonne d'une table. Voilà cette requête. Parce que si on demandait de supprimer la table, on devait plutôt dire drop table, on met le nom de la table. Si on demandait de supprimer une donnée dans la table, on devait plutôt dire delete from, le nom de la table, pour faire la différence entre les deux. Supprimer la table, c'est drop table. Supprimer un élément dans la table, c'est delete from, le nom de la table.
Et supprimer un champ, c'est Alt d'abord. Voilà. Avant de continuer, je vous exhorte d'utiliser cette collection, le leader en informatique, disponible en version enseignant et version élève, dont je suis le promoteur, qui est riche en APC, des cours élaborés selon l'APC qui respecte le programme officiel, les progressions nationales, des exercices corrigés, des sujets type examen avec correction, des jeux bilingues, tellement 8 ans d'expérience, 8 ans de progression, 8 ans d'amélioration avec collaboration des inspecteurs nationaux, régionaux, avec collaboration de beaucoup d'enseignants chevronnés. Aujourd'hui, cette collection s'accompagne d'un CD avec des cours vidéo, avec des exercices corrigés en vidéo, des fiches d'examen en vidéo. Et on peut retrouver sur le territoire national Yaoundé, Douala, Konsamba, Maroua, Gaoundé, Tchang. Et on peut retrouver ça, ça concerne plusieurs classes de 6e en terminale, de première TI, terminale TI, enseignement technique, première année en terminale industrielle. Alors, mon contact WhatsApp, vous pouvez passer vos commandes à travers ce numéro, c'est 79 63 76 22, ou vous pouvez nous rejoindre sur nos pages Facebook ou chaîne YouTube, appelée le leader en info. Alors, je suis également l'un des promoteurs de cette très grande école, l'Institut de formation Info Pro, la référence que vous avez en image. Là, en image, voilà, une institut de formation professionnelle qui est un centre agréé qui vous ouvre les portes à travers les filières que vous avez, infographie, maintenance, réseau, sécurité, réseau informatique, secrétariat bureautique, délégué médical, vendeur en pharmacie et plein d'autres filières. Vous avez la possibilité de faire 1 an de formation, 9 mois de cours théoriques, 3 mois de stage et à la fin, vous pouvez composer le DQP et avoir ce diplôme délivré par DQP, ce diplôme de qualification professionnelle délivré par le ministère de la formation professionnelle. Plus d'informations, contactez-moi à travers mon numéro WhatsApp. Alors, grand 3 algorithmes et programmation. Alors, identifier dans cet algorithme la structure de données utilisée. Alors, les structures de données, on sait qu'il y a plusieurs structures de données. Il y a les enregistrements, les listes chaînées, les tableaux, les piles, les fils. Alors, dans ce tableau, cet algorithme, on va voir que, regardez, on va voir note 2.tableau dans la structure de données ici. C'est un tableau. Là, entre crochets, c'est la taille qui est 7. Donc, on a un tableau de taille 7. Donc, la taille est précisée ici de donner le résultat de cet algorithme avec les données que vous avez à l'écran. Alors, le résultat, c'est quoi? Regardez. Alors là, pour exécuter un algorithme, on fait d'abord un tableau, on met le nom de toutes les variables avec les conditions. Alors, I, ici, regardez. Au départ, I reçoit 1. Là, je mets 1. Note de I, c'est 12,75. Donc, note de 1. Parce qu'on a donné le résultat avec les données suivantes. C'est pour la première donnée, donc, on va entrer. Vous voyez bien, dans l'algorithme, on a dit pour I allant de 1 à 7. À partir de la ligne 5, regardez bien à l'écran. Pour I allant de 1 à 7, écrit, entrer la note I. Lis note de I. Donc, lis note de I veut dire quoi? Qu'on lit la première note. Donc, note de 1, qui est, on sait pas que c'est 12,75, qui est la première valeur. Maintenant, nombre reçoit 0. Il y a encadré là, on met 0. Maintenant, on dit que tant que I est inférieur à 7, n'est-ce pas? Tant que I est inférieur à 7, faire. Alors, quand on dit tant que I est inférieur à 7, c'est quoi? C'est la condition. Si la condition est vraie, on entre dans la boucle. Si c'est fausse, on n'entre pas. Donc, regardez. Est-ce que I est inférieur à 7, c'est vrai? Parce que 1 est inférieur à 7, vrai. Alors, maintenant qu'on entre dans la boucle, qu'est-ce qu'on dit? On dit si note de I est supérieur à 10. Voilà encore une autre condition. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Nombre reçoit nombre plus 1. Alors, note de I ici, c'est combien? C'est 12,75. Est-ce que c'est supérieur à 10? Oui. Voilà, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On entre dans cette boucle, on exécute l'instruction que je viens d'encadrer là tout de suite. Donc, dans ça, puisque c'est vrai, nombre reçoit nombre plus 1. Ça veut dire que ça passe à 0 plus 1. Regardez, c'est passé à 1. Maintenant, I passe à I plus 1. Ça veut dire que ça passe à 2. Alors, on va recommencer le processus. Maintenant, note de 2 va recevoir 975. I est inférieur à 7, vrai. Note de I supérieur à 10, c'est faux. Parce que 975 n'est pas supérieur à 10, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'entre même plus. Nombre ne s'incrémente pas. I passe à 3. Note de I maintenant reçoit 10. I est supérieur inférieur à 7, c'est vrai. Note de I supérieur à 10, c'est faux. C'est vrai, pardon. Note de 10 est supérieur à 10, c'est vrai. Puis 10 est supérieur à 10. Qu'est-ce qu'on fait? Nombre s'incrémente. Ça passe à 2. Voilà. Ici, I passe à 4. Alors, note de I passe à 11,25. Note de 4, c'est 11,25.
i est inférieur à 7. Regardez bien la valeur, c'est 4, c'est vrai. Node de i est supérieur à 10, donc 11,25 est vrai. Donc ça veut dire que le nombre s'incrémente simplement. Quand c'est vrai, quand node de i est supérieur à 10, le nombre s'incrémente automatiquement. Alors on prend le cas de 5, ça va faire 12,5. I inférieur à 7, c'est vrai. Alors, nombre s'incrémente, je crois que le principe est acquis, vous pouvez le tester chez vous. Alors, quand c'est faux comme ça s'incrémente pas, on passe à 7. Alors là, c'est vrai, là c'est faux. Donc, ça veut dire que la valeur finale de nombre, ici, sera, on va afficher nombre qui sera 4. Exercice 1, exercice, nommer deux autres types de structures. Alors, d'autres types de structures, on peut avoir les enregistrements, les listes chaînées, les piles. Traduire dans le langage sur la ligne 2. Alors la ligne 2 c'est laquelle? Alors la ligne 2 c'est ça. Pour déclarer un tableau en C, qu'est-ce qu'on fait? On met traduire en C. On met d'abord le type du tableau. Ici en algorithme c'est réel. En C réel devient d'abord quoi? Alors voici le type. Je commence par le type. Je mets d'abord float. Après je regarde le nom du tableau, note. Ensuite je mets la taille. Je mets entre crochets. Je mets la taille qui est de 7. Voilà. Et je mets point virgule. Je reprends pour ceux qui n'ont pas compris. Quand je vais traduire cette partie, cette ligne, ça c'est la déclaration d'un tableau de taille 7 en algorithme. Alors je mets donc d'abord le type qui est réel, je mets float. Ensuite, réel devient float en C, je mets d'abord le type ici. Après je mets le nom du tableau note. Ici je mets un crochet, je mets la taille 7 et je mets point virgule. Alors nous allons continuer à traduire dans le langage, c'est les lignes 5 à 8. Alors la ligne 5, c'est d'abord ça pour i allant de 1 à 7. En C, qu'est-ce qu'on dit? Pour dévier, on met d'abord for, initialisation i égale à 0, donc on commence à 0. Parce que n'oubliez pas qu'en algo, ça commence à 1, mais en C, ça commence à 0. Donc la boucle for en C a 3 paramètres. C'est qu'on initialise d'abord à 0. Ensuite, condition, i doit être inférieur ou égal à 6. Vous voyez, il y aura un décalage. En algo, c'est jusqu'à 7, mais en C, ça sera de 0 à 6. Ça commence à 6. À 0, incrémentation i++. Donc voilà les 3 paramètres, initialisation, condition, incrémentation. J'ouvre la collade. Ensuite, deuxième ligne, écrire, entrer le nom de l'élève i. Alors je vais mettre printf, guillemets, entrer le nom de l'élève. Alors comme il y a la variable i qu'on doit afficher, je mets d'abord le format de la variable. Comme i est un entier, je ferme les guillemets, mets la virgule et je mets donc i. Quand il y a variable, il y a d'abord le format de la variable. Et je mets point virgule. Maintenant, la dernière ligne de i. Pour traduire, i devient d'abord scanf. Alors, je mets le format de la variable. Comme node de i, c'est de type réel, je mets %f. %f, c'est le format de nombre réel. Et je mets donc i commercial. Et je mets node de i. Je mets point virgule. Et ferme donc la collade pour la fin pour remplacer par la collade fermante. 3 traduire, c'est la ligne 12 à 14. Alors pour la ligne 12, c'est si est remplacé par if, node de i supérieur ou égal. Regardez la façon d'écrire supérieur égal change par rapport à l'autre. J'ouvre la collade. Nombre reçoit. Ici, vous remplacez par égal. La flèche est remplacée par égal. Et fin si je ferme la collade. Et fin si on ferme la collade. Merci pour votre aimable attention. Alors je vous recommande donc, si vous avez besoin de mieux vous former en informatique, d'acheter le pack contenant tous les cours vidéo au prix promotionnel de 10 000 francs. À bientôt.